Bonjour, Bonjour. tout d'abord bienvenue et merci d'être présent. Vous êtes relativement nombreux, c'est une bonne nouvelle. On est ravis de vous rencontrer, enfin rencontrer par ces nouveaux leviers d'outils et de communication et d'échange. On est donc ravis d'avoir l'occasion de pouvoir échanger avec vous. Même si voilà, on est via un chat, voilà, il y aura une modération qui sera faite, mais en tout cas, on est ravis de pouvoir en tout cas vous présenter en live cet appel à projet qui existe maintenant depuis plusieurs années. Mais voilà, on a commencé à créer une nouvelle plateforme. Voilà, on essaye d'échanger aussi avec vous par des nouveaux leviers et vous laisser aussi l'occasion de pouvoir nous contacter plus directement. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est bien l'appel à projet lutte contre l'isolement social, animé et piloté donc par le GIE IMPA. Et nous sommes en train de lancer, c'est dans le cadre du lancement de cette 8e édition qui aura lieu, alors qui est lancée sur fin 2021, mais qui aura surtout lieu sur les années civiles 2022 et 2023. Vos interlocuteurs du jour, euh, alors on va lancer un diaporama en même temps qu'on vous parle. Alors, les interlocuteurs du jour sont, alors moi-même, Sylvie Petit, je suis responsable métier au niveau du GIE IMPA, et ma collègue que je laisse se présenter. Voilà. Donc, tout au long de ce webinaire, vous aurez l'occasion donc de nous proposer des questions, notamment via le chat que je vous invite à ouvrir sur le volet droite de votre écran. Il y aura aussi des sondages qui vous seront présentés tout au long, effectivement, de ce webinaire, avec des petites questions. Voilà, est-ce que ça vous paraît compréhensible? Oui, non. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser la plateforme? Oui, non. Enfin, voilà, des choses comme ça. On vous invite bien évidemment à y répondre. C'est juste une sélection, une coche, hein, oui ou non, pour que nous, derrière, on puisse aussi avoir des éléments de réponse et qu'on puisse faire évoluer nos outils, nos moyens de communication. C'est toujours très intéressant de pouvoir échanger, partager à ce niveau-là. Il y aura aussi une rediffusion de ce webinaire qui est prévu et qui sera disponible a posteriori sur notre nouvelle chaîne YouTube, que je vous invite aussi à aller consulter régulièrement. Voilà, donc nous aurons ce replay de webinaire qui sera disponible a posteriori. Alors, des éléments de sommaire sur plusieurs points. Donc, tout d'abord, nous allons vous présenter la structure qu'est le GIE IMPA. Ensuite, nous rentrerons un petit peu plus dans le détail de la présentation de l'appel à projet de lutte contre l'isolement social des seniors. En point 3, nous aborderons les objectifs de cette édition particulièrement. Et enfin, vous aurez droit à une présentation de notre nouvelle plateforme en ligne via une démonstration. Et enfin, nous ouvrirons le débat par vos questions, auxquelles nous serons ravis de pouvoir apporter des éléments de réponse. Alors, voilà, un petit temps de latence, veuillez nous en excuser. Les moyens technologiques ne sont pas forcément à nos côtés, mais bon, tout va bien, on est là ensemble. Donc, on va pouvoir vous présenter le GIE IMPA. Donc, c'est une structure, un groupement d'intérêt économique, IMPA pour ingénierie, maintien à domicile des personnes âgées. Donc, d'ores et déjà, je vous invite également, alors non seulement nous avons une page YouTube, mais nous avons bien évidemment un site internet que vous pouvez également consulter. Le lien sera mis sur la page suivante, hein, l'adresse à utiliser. Donc, le GIE IMPA a pour mission principale d'organiser par délégation de ses caisses membres et en complément des actions menées par les conseils départementaux, une politique d'action sociale en faveur du maintien à domicile des personnes retraitées autonomes fragilisées par leur état de santé, mais tout en les rendant actrices de leur projet de vie. Donc, aujourd'hui, le GIMPA regroupe la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, mais également les deux MSA qui sont situées, une en Bourgogne et une en Franche-Comté.
Le GIE IMPA a été créé fin 2006 et on peut dire que c'est un acteur majeur du maintien à domicile des personnes âgées non dépendantes, hein. On est sur les GIR 5-6 le GIE IMPA a à cœur d'agir en faveur de la prévention des risques liés au vieillissement. Nous avons un siège administratif qui est basé sur École Valentin, donc tout à côté de Besançon. Mais il faut savoir que nous intervenons sur des actions individuelles et collectives sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. Comme je vous l'indiquais juste avant, je vous invite à aller voir le site internet du GIE IMPA avec l'adresse qui se trouve sur votre écran, https://gie-impa.fr. Voilà. Et vous pouvez, d'ailleurs, il y a des actus qui sont abordées tout au long de l'année sur ce site internet et vous avez un focus sur chaque action qui est menée, proposée et menée en interrégime donc par le GIE IMPA et avec nos partenaires que sont les caisses de retraite, les conseils départementaux et bien d'autres encore. Donc je vous invite à vous rendre sur ce site. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Nous sommes sur un fort enjeu de santé publique, hein. Il s'agit de la solitude et de l'isolement des personnes retraitées, qui sont des facteurs discriminants de la perte d'autonomie, hein, d'autant plus en cette période, je l'espère, qui est en train de se terminer et qui concerne la crise sanitaire que nous venons de vivre. Nous avons constaté que pour des personnes qui n'étaient précédemment pas concernées par de l'isolement social, le sont devenues suite à la crise sanitaire par une appréhension, par exemple, de sortir de chez eux, de contracter le virus. Donc voilà, nous avions une certaine population, mais ça vous devez l'avoir rencontré très certainement, hein. Nous avions déjà une population qui était soit isolée, soit en risque de le devenir. Et maintenant, on s'est rendu compte qu'il y avait une population d'autant plus importante. Quelques chiffres pour étayer ces propos. Sur la Bourgogne-Franche-Comté, 27% des 60 ans et plus se sentent préoccupés par la solitude et l'isolement. Donc, on est déjà sur un bon quart de la population. Le même ratio se sent isolés par rapport à leur cercle familial. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à titre d'indication, on est sur une moyenne nationale qui est plus basse que la moyenne bourguigno-franc-comtoise. Donc, on peut se dire qu'on a un risque d'isolement qui est encore plus exacerbé sur la Bourgogne-Franche-Comté. Et dernier chiffre, 32% de nous-mêmes personnes retraitées se sentent isolées par rapport à leur cercle amical, avec toujours là une moyenne qui est supérieure à la moyenne nationale, hein, avec une moyenne nationale qui est de 28%. Donc voilà, dans l'idée, et c'est l'objectif de cet appel à projet depuis le début, depuis sa mise en place, 2015. L'idée, c'est d'aller à la rencontre de ces retraités et d'essayer de pallier à ce phénomène d'isolement ou de risque d'isolement en lançant cet appel à projet, alors notamment avec les caisses de retraite dans un premier temps sur 2015, mais par la suite et à partir de 2017 avec nos partenaires que sont les conseils départementaux, mais plus spécifiquement les conférences des financeurs départementales. Mais ça, on aura l'occasion d'aborder ce point plus en détail par la suite. Alors, cet appel à projet du GIE IMPA, il a deux objectifs principaux. C'est de permettre aux structures que vous êtes et acteurs de terrain du territoire de mettre en place des actions de prévention et d'accompagnement pour ainsi lutter contre l'isolement social des seniors, mais également de répondre à des besoins qui sont identifiés localement par vous et particulièrement sur des zones blanches que nous connaissons, hein. Sur la Bourgogne-Franche-Comté, il existe plusieurs zones blanches en fonction des territoires qui nous amènent à avoir une attention particulière par rapport aux initiatives qui sont proposées dans le cadre de ces territoires encore plus, euh, encore plus en lien avec un risque d'isolement des personnes retraitées qui y vivent.
Juste pour compléter, les besoins identifiés, donc qui avaient été abordés dans le cadre du premier objectif, il faut savoir qu'on est aussi en attente et on travaille en lien donc avec tous les porteurs de projets qui nous proposent des projets, à savoir dans le cadre d'un contexte. On attend des porteurs de projets qui nous présentent un contexte, un diagnostic de leur projet et qui est particulier et en lien avec le territoire qui est défini et concerné par le projet. Donc, cet appel à projet concerne plusieurs acteurs. Donc, il y a vous, porteur de projet, mais il y a également. Alors, je vois qu'il y a une question. Excusez-moi, je coupe. Je vois qu'il y a une question sur les zones blanches. On vous présentera déjà dans un premier temps une cartographie pour vous présenter les projets qui ont été financés sur 2021, mais ce que des territoires que nous avons déjà identifiés, nous avons des départements, parce que là, on est carrément sur des départements, hein, où typiquement, nous avons la Haute-Saône avec voilà, des grands territoires qui sont avec une faible densité, par exemple. Donc, ça concerne notamment la Haute-Saône. Nous avons également la Nièvre et Lyon particulièrement. Mais nous avons également des zones un petit peu plus petites avec des zones, par exemple, sur le nord de la Côte d'Or, euh, qui sont, euh, qui sont notamment voilà, ciblées. Mais alors, je vous dis ça, mais d'un autre côté, on sait que il y a aussi des zones, il n'y a pas que les zones rurales hein, qui sont concernés par des zones blanches, nous pouvons avoir un gros risque d'isolement sur des, des villes, des zones urbaines, où là, pour le coup, les services de proximité sont nombreux, mais on sait que les personnes, quand elles n'osent pas sortir de chez elles, elles restent quand même isolées dans leur logement. Donc, mais ça, c'est pareil, on l'abordera plus en détail et puis on reviendra vers vous, le cas échéant, pour vous donner des compléments d'information sur ce sujet spécifique. Donc, cet appel à projet donc, concerne plusieurs acteurs. Donc, il y a vous, il y a les partenaires qui sont financeurs majoritairement, mais nous avons aussi, donc, et c'est le rôle dont je vais vous parler également, ainsi que euh, ma collègue Camille, c'est le rôle que nous avons, le GIE IMPA, puisqu'on fait le lien, donc on coordonne cet appel à projet, c'est-à-dire qu'on vous accompagne et c'est aussi en ça que ce webinaire a tout intérêt, euh, puisqu'on fait le lien entre le financeur et l'acteur de terrain que vous êtes. Donc, dans l'idée, on accompagne les structures et on finance leurs initiatives. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre et à l'encontre de ce phénomène d'isolement social et bien évidemment que l'objectif final, c'est le bénéfice des retraités du territoire hein, pour limiter l'isolement ou pour l'éviter. Et encore mieux, on est sur vraiment de la prévention de perte d'autonomie. Hein, donc à ce niveau-là, l'isolement social a toute sa place. Alors, je vais prendre la suite. J'ai pu comprendre qu'on m'entendait pas bien. J'espère que ça se solutionne et que vous allez bien comprendre tout ce que je vais vous raconter. Justement, pour revenir un peu plus en détail par rapport à ce qui a été dit juste avant, ici, on vous présente une cartographie des projets qui ont été financés dans le cadre de notre édition 2021-2022 de l'appel à projet. Donc sur le fond de carte, vous avez une différentes couleurs qui représentent l'indicateur de fragilité socio-économique. Donc plus on est sur une couleur foncée, plus le territoire est en situation de fragilité socio-économique. Là où vous voyez les petites bulles avec les chiffres, c'est les projets qui sont financés sur ces territoires-ci. Donc, il y a effectivement des zones qu'on peut appeler zones blanches où il n'y a pas de projets, d'initiatives qui sont proposés, en tout cas sur cette édition 2021, et pour autant où la fragilité socio-économique est importante. Donc, notre objectif, c'est justement d'initier aussi une nouvelle dynamique sur ces territoires où il y a peu d'offres qui sont proposées et où les bénéficiaires, les habitants sont susceptibles d'être plus fragiles.
Donc, je vous invite à bien regarder cette carte et éventuellement, si vous êtes des structures de ces territoires-ci, on accordera une attention particulière aux projets qui nous seront proposés sur ces territoires très fragiles. Concernant l'appel à projet du GIE IMPA un peu plus en détail, tout type de structures sont éligibles à l'appel à projet. Vous pouvez être des associations, des collectivités, CCAS, des entreprises ou même des organismes privés porteurs de missions de service public. L'appel à projet est vraiment ouvert à toutes ces structures, à tout type de structure. Le public qui est concerné par l'appel à projet, les projets qui seront financés doivent être destinés à des personnes âgées, isolées ou en risque d'isolement qui vivent en Bourgogne-Franche-Comté. Et je rajouterais même que partiellement âgé, c'est-à-dire que si vous êtes dans le cadre d'une action intergénérationnelle, par exemple, un public plus jeune peut aussi être intégré au public bénéficiaire du projet, ou par exemple des adultes si vous êtes sur un projet destiné à des aidants, par exemple. Concernant les missions de l'appel à projet, les missions des projets qui seront financés, c'est repérer, accompagner, mais aussi former les bénévoles qui iront à la rencontre de ces retraités. Donc, c'est ces trois axes-là qui doivent être détaillés. Alors, je vois une question. Le public visé par le projet et l'ensemble des retraités. Spécifiquement GR5-6 ou pas? Alors, au niveau des caisses de retraite, on est sur une gestion effectivement des bénéficiaires en GIR 5-6, sachant que l'on travaille aussi avec les conférences des financeurs qui, eux, gèrent la population qui est plutôt sur une perte d'autonomie plus importante avec les GIR 1-4. Les projets peuvent être à destination de tout type de retraités, qu'ils soient en perte d'autonomie ou non. Donc, il n'y a pas de critères particuliers concernant ce point. Quelques chiffres tout de même par rapport à l'appel à projet, puisqu'il est effectif depuis 7 ans maintenant. C'est 320 000 retraités qui ont été accompagnés dans le cadre des 560 actions que les caisses de retraite et les conférences des financeurs ont financées par le biais de cette initiative. Et c'est un budget tout de même de 6,5 millions d'euros qui a été attribué pour financer ces projets. Donc effectivement, on est sur des budgets qui sont tout de même conséquents, qui évoluent aussi, qui ont évolué au fil des années, puisque comme vous pouvez le voir sur ce petit graphique, ça représente justement les financements les financements dont nous disposons depuis 2015 dans le cadre de l'appel à projet, en sachant que les conférences des financeurs ont commencé à nous rejoindre en 2017. Donc, c'est vraiment à partir de 2017 qu'on a pu voir une progression de nos financements et donc, du coup, financer plus d'initiatives également sur le territoire. Donc, toutes les conférences des financeurs nous ont rejoints depuis 2019 et c'est ce qui nous permet d'être présents, de pouvoir financer plus d'initiatives sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Cette année, on aura une enveloppe qui sera assez similaire, autour d'1 million d'euros. Donc, si je reprends les objectifs un peu plus en détail, l'appel à projet, il vise à promouvoir deux choses, soit le démarrage d'actions, de projets qui sont à destination des seniors en situation d'isolement, soit le développement d'actions. Ces actions, elles doivent valoriser plusieurs éléments. Elles peuvent valoriser un ou plusieurs éléments de la liste qui va suivre. On est dans un premier temps sur l'appui des partenaires locaux, le bénévolat de retraité à retraité qui peut être valorisé, mais également le développement de relations intergénérationnelles, comme je disais, dans le cadre de projets avec des enfants, des adolescents, etc. Le développement de nouvelles technologies en dehors des installations, des aides techniques à domicile, l'aide aux aidants, les projets à destination également des publics migrants vieillissants. Et puis depuis la crise sanitaire, on a tous pu faire certains constats. La crise sanitaire, elle a rendu
plus difficile encore le lien social des personnes âgées, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des personnes qui étaient isolées, qui le sont d'autant plus depuis la crise sanitaire, et il y a des personnes qui sont nouvellement isolées. Donc, la crise sanitaire a également démontré l'importance des outils numériques pour justement maintenir le lien social. Donc, partant de ce constat, on a intégré deux nouveaux axes. Il y a une évolution au niveau de cette 8e édition de l'appel à projet, puisqu'on va partir sur 2 nouvelles thématiques, en plus de celles que je vous ai présentées juste avant. La première, c'est l'autonomie numérique des seniors. Donc, pour information, vous pouvez retrouver le référentiel sur le site des caisses de retraite, mais en tout cas, on vous a fait un petit condensé avec une reprise du cahier des charges pour pouvoir répondre à l'appel à projet dans le cadre de cet axe autonomie numérique. Ça se trouve sur notre site internet à la suite du règlement de l'appel à projet. Il y a une annexe qui est disponible et qui reprend les prérequis. Et vous avez aussi un webinaire qui va être dédié à ce nouvel axe autonomie numérique des seniors qui aura lieu le 24 septembre. Donc, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations concernant ce nouvel axe, je vous invite à vous y inscrire pour pouvoir découvrir ce qui vous attend à ce niveau-là. Et on a aussi une nouvelle thématique qui est intégrée, c'est l'accompagnement des personnes retraitées qui sont nouvellement isolées suite à la crise sanitaire. Comme je le disais, on a des personnes qui sont nouvellement isolées, d'autres qui le sont d'autant plus aujourd'hui. Donc, on sera particulièrement attentif à la manière dont les structures qui nous proposeront des projets mettront en place le repérage finalement des seniors en situation d'isolement. C'est vraiment une démarche d'aller vers pour les inviter à participer à ce type d'action que vous allez proposer. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus réservées sur le fait de participer notamment à des activités collectives aujourd'hui. Donc, il y a une démarche de réassurance à effectuer aussi et on sera particulièrement attentif à ce point-là dans cette 8e édition. On va parler un petit peu des points forts qui seront valorisés au niveau des projets que nous allons étudier, puisqu'on a une ligne directrice, on a plusieurs éléments qu'on analyse au niveau des dossiers qui nous sont présentés. Dans un premier temps, comme on en parlait tout à l'heure, il y a le diagnostic des besoins. C'est-à-dire que dans le dossier de demande de subvention, on va vous demander de présenter le contexte et le diagnostic ayant donné lieu au projet que vous proposez. C'est un axe important à ne pas négliger, ça nous permet de vraiment comprendre la genèse de votre projet. On parle aussi, en tout cas, on va analyser le repérage que vous allez mettre en place. J'en parlais juste avant, le repérage des bénéficiaires qui participeront aux actions que vous allez proposer. C'est essentiel d'élaborer ce point, même si ça peut être une étape plus difficile au niveau du montage du projet, parce qu'on sait justement que les personnes en situation d'isolement ne sont pas toujours faciles à approcher, mais c'est notamment lorsqu'on est sur des personnes qui sont dans une situation d'isolement géographique. Mais c'est une démarche, comme je le disais, d'aller vers qui est nécessaire pour pouvoir les mobiliser et les inviter à participer avec d'autres seniors à des actions qui pourraient répondre à leurs besoins ou leur proposer en tout cas des activités qui pourraient leur plaire. La nécessité de l'action sur le territoire, on en parlait, c'est directement lié à la fragilité socio-économique du territoire. Donc, je vous invite à consulter la cartographie qu'on a présentée juste avant. De toute façon, vous aurez le diaporama qui vous sera fourni. L'atout pour mobiliser le public, là, on est sur un point important aussi, c'est en fait le maillage territoriale que vous avez en tant que structure de terrain et les moyens que vous allez mettre en œuvre pour mobiliser les participants. On a aussi un attrait concernant la communication autour du projet.
L'objectif, c'est finalement de faire connaître votre projet, quels moyens vous allez utiliser pour faire connaître votre projet, les méthodes d'évaluation du projet, qui doivent être à la fois qualitatives et quantitatives. Quantitative, ça peut être le nombre d'inscrits, le nombre de participants à vos ateliers, ce genre d'éléments, mais ne négligez pas la partie qualitative qui recoupe la satisfaction des bénéficiaires, par exemple. Et on accorde une très grande importance à la qualité des dossiers qui nous sont présentés. Ça signifie qu'un dossier qui n'est pas complet ne sera pas étudié de la même manière qu'un dossier bien ficelé. L'objectif, c'est qu'à la lecture de votre dossier de demande de subvention, on comprenne ce qu'il en est, quels sont les objectifs de votre projet, quel type d'actions vous proposez, quelle est la temporalité de ces actions, quelles sont leurs fréquences. L'objectif, c'est d'être le plus précis possible pour qu'on puisse se faire une image de votre projet à la lecture de ce dossier. On va également regarder la faisabilité de votre projet, c'est-à-dire l'adéquation entre les moyens que vous allez mettre en place pour réaliser ce projet et les objectifs que vous avez au niveau du projet que vous allez proposer. La pertinence des actions menées au regard des objectifs du projet et du public visé, c'est un élément important aussi. Et on valorise également les actions qui peuvent être innovantes. Voilà, des actions qui sortent un petit peu du commun, de ce qui nous est proposé chaque année. On accorde une importance au coût moyen par bénéficiaire qui correspond justement au coût total de votre projet divisé par le nombre de bénéficiaires que vous allez toucher. Ça nous donne une indication sur la manière dont vous avez construit votre budget. Et je rajouterais même qu'il y a un élément important concernant le budget du projet, justement, c'est la participation financière qui peut être demandée aux participants. Nous, ce qu'on cherche à valoriser aussi en finançant ce type d'initiative, c'est proposer la gratuité aux participants, puisqu'on sait qu'il y a quand même une grande part de seniors, de personnes âgées qui sont en situation de précarité. Donc, ne négligez pas cet aspect-là. Et si vous demandez une participation financière aux seniors qui participent à vos actions, réfléchissez à une manière de leur proposer des coûts réduits. C'est quelque chose, en tout cas, à valoriser dans votre dossier. Et puis, on abordera aussi l'ancrage local, le réseau partenarial autour du projet, j'en parlais. Plus vous serez accompagné, plus vous aurez un réseau étendu, plus vous serez en mesure d'aller à la rencontre des personnes en situation d'isolement, de les repérer et puis de leur proposer des actions diverses et variées en partenariat avec d'autres structures, par exemple. On va attirer votre attention cette fois-ci sur les points de vigilance au niveau de l'appel à projet, puisque certains éléments sont rédhibitoires au niveau de l'analyse que nous effectuons. Par exemple, si votre projet est déjà financé par une caisse membre du GIE INPA, donc je le rappelle, les MSA Franche-Comté, Bourgogne, ou alors la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, ou encore par les crédits des conférences des financeurs, ou alors si vous avez déjà déposé un dossier à la CDF, à la conférence des financeurs et que vous le déposez également au GIE INPA, il n'y aura pas de double financement. Il faut savoir que l'appel à projet du GIE INPA, c'est une double entrée pour vous en tant que structure de terrain, puisque en déposant un dossier de demande de subvention chez nous, vous avez la possibilité d'avoir des financements à la fois des caisses de retraite, mais aussi des conférences des financeurs. Donc, il n'y a pas besoin de faire une double demande. On s'en occupe pour vous, finalement. Donc, c'est à noter. Concernant les publics cibles, donc les bénéficiaires du projet, s'ils ne sont pas en situation d'isolement ou qu'ils ne sont pas susceptibles de l'être, on
c'est un événement qu'on regarde, en tout cas la situation d'isolement du public qui est accompagné, tout comme les personnes qui sont déjà aidées par la structure. L'objectif, c'est de vous inviter à aller à la rencontre de personnes qui ne sont pas déjà aidées par la structure pour justement proposer à ces personnes un accompagnement qu'ils n'ont pas déjà par ailleurs. Et on insiste également sur les activités habituelles de la structure, puisque, je vous le rappelle, on l'a présenté tout à l'heure, l'appel à projet, il a pour objectif de développer des projets déjà existants, mais de les déployer sur de nouveaux axes, ou alors de financer des nouveaux projets qui n'existent pas par ailleurs. Mais nous n'avons pas pour objectif de financer vos activités habituelles. Et de pérenniser des actions qui existent Ouais. depuis plusieurs années. Autre point de vigilance, cette fois-ci, c'est concernant le calendrier que vous allez proposer. Puisque pour cette édition 2022-2023, on ne financera pas d'actions qui démarrent avant 2022. Donc, c'est au niveau du budget que vous allez préparer, le budget de votre projet. Il ne faut pas qu'il y ait de dépenses associées avant le 1er janvier 2022, puisqu'on ne les prendra pas en charge. Et d'ailleurs, si vous êtes déjà financé par l'appel à projet sur une édition antérieure, faites attention, si vous êtes justement sur une demande de renouvellement, de ne pas faire se chevaucher les calendriers des deux projets, du projet financé et du projet que vous allez proposer cette année. Puisque lorsqu'il y a un chevauchement de calendrier, on ne peut pas financer deux fois le même projet, vous le comprenez bien. Autre point de vigilance, c'est concernant la finalité du projet, concernant la prévention santé et non la prévention du lien social, puisque l'appel à projet a pour objectif la lutte contre l'isolement des personnes retraitées et non la prévention de la santé des participants. Donc, par exemple, une action autour de l'activité physique adaptée ne sera pas éligible à notre appel à projet, d'autant plus que ces actions peuvent être concurrentielles aux activités des caisses de retraite ou du GIE INPA. Par exemple, les ateliers Bonjour qui sont proposés par les caisses de retraite, ou encore les atouts de l'âge, qui est un programme destiné à des personnes en résidence autonomie. Donc, bien se renseigner avant sur les activités que nous proposons pour ne pas vous faire retoquer au niveau de ces éléments-ci. De même, on ne financera pas d'actions de formation qui sont destinées à des professionnels. On peut financer des formations pour des bénévoles, mais l'objectif, ce n'est pas de financer des postes. Également, tout ce qui est attrait aux aides techniques ou aux aides individuelles ne rentre pas dans le cadre de l'appel à projet, tout comme les projets à finalité commerciale. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on attire sur votre attention sur la qualité du projet que vous allez déposer, en tout cas la qualité du remplissage du dossier de demande de subvention, puisque les dossiers de candidature incomplets ne sont pas étudiés. Quelques précisions par rapport à ces critères que nous vous avons détaillés et quelques éléments supplémentaires par rapport à tout ça. Les actions qui nous seront proposées et qui seront financées dans le cadre de l'appel à projet doivent s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que les actions ponctuelles ne permettent pas toujours d'apprécier la manière dont le projet peut agir contre l'isolement social des seniors. C'est la récurrence qui est importante pour créer du lien social entre les retraités. Donc, les actions ponctuelles, on étudie ces dossiers-là de manière un peu plus précise et on est parfois un peu plus, comment je pourrais dire ça,
pas plus sévère, mais en tout cas, voilà, les actions ponctuelles sortent parfois du cadre de nos prérequis. Également, certains projets qui nous sont proposés sont parfois une multitude d'actions très diversifiées qui n'ont pas forcément de lien entre elles. Les actions que vous proposez, les projets que vous proposez doivent avoir une logique entre elles. Avec un objectif commun, on doit pouvoir comprendre quelle est la liaison entre les différentes actions que vous proposez au sein d'un même projet. Pour faire le lien entre les deux items qui viennent d'être proposés, dans l'idée, vous pouvez proposer plusieurs actions, mais il faut qu'elles aient du sens, qu'elles aient une logique et une coordination. Et là, pour le coup, ce serait d'autant plus intéressant pour nous de financer un projet si c'est plein de petites actions, mais qui s'inscrivent donc dans la durée, c'est-à-dire typiquement pas. On a des exemples, hein, une conférence sur une année. On ne peut pas dire que une action en one shot peut faire l'objet de lutte contre l'isolement social, typiquement. A contrario, si vous avez un programme d'action avec, et là on insiste encore sur le repérage de nouvelles personnes, de nouvelles personnes âgées que vous ne connaissez pas forcément dans le cadre de votre structure, mais pour lequel vous proposez une logique de programme avec, alors ça peut être un moment phare, mais précédé d'une action, d'une autre action qui peut être préparatoire à cet événement, par exemple, et suivi d'un autre atelier avec une évaluation, avec une autre action qui peut déboucher encore sur autre chose. En fait, c'est ça qu'on attend de vous, c'est qu'il y ait un projet, presque un projet de vie par rapport aux personnes, aux bénéficiaires de ces actions. Donc, comme ça, si vous êtes dans cette logique-là, vous répondez aux deux points qu'on vient d'aborder. Et puis, une autre précision aussi, c'est par rapport aux charges de personnel, on en a déjà parlé, mais l'appel à projet, il n'a pas pour objectif de financer des postes, ce qui pourrait aussi mettre en péril la pérennisation de ces postes-là. Donc, c'est une vigilance à apporter à la construction du budget de votre projet, puisqu'il faut savoir dès le départ qu'on ne sera pas en mesure de financer des postes et de les pérenniser. Justement, je parlais de renouvellement. Je pense qu'il faut qu'on reprenne ça un petit peu. Donc, qu'est-ce qui est derrière la notion de renouvellement de dossier? Ça veut dire que c'est un dossier qui a déjà été financé par ailleurs, où vous avez un même public destinataire du projet sur un même territoire, avec les mêmes modalités d'action qui sont proposées. Et nous, au niveau du GIMPA, on ne finance pas de renouvellement de plus de 24 mois. Ça veut dire que si vous avez été financé une fois pendant 2 ans, le même projet avec les mêmes modalités, le même territoire et le même public ne pourra être financé à nouveau. Ça vous invite à renouveler ces différents items pour pouvoir percevoir à nouveau des financements de notre part. Et du coup, on peut faire le lien avec la question qui a été posée par Jo Dion A. Doit-on déposer un dossier par secteur, département ou global avec les différents partenaires de façon plus globale, sachant que les projets peuvent différer? Alors, si les projets diffèrent, on est sur plusieurs projets. Et d'ailleurs, je fais le lien avec la question suivante d'Adrien V. Une structure peut-elle déposer plusieurs projets? Oui, il vous est tout à fait possible de déposer plusieurs projets. Donc, si je reprends les réponses à ces deux questionnements, oui, vous nous proposer à financement plusieurs projets et dès lors que le projet est différent, il vous est même conseillé de proposer plusieurs projets. Et si c'est un projet qui est global, qui est commun et qui agit, qui intervient sur plusieurs secteurs, plusieurs départements, il vous est également possible de proposer un seul projet que l'on traitera de façon, ce qu'on appelle chez nous, multidépartementale. Donc, ça veut dire que nous aurons la charge d'aller solliciter toutes les conférences des financeurs, par exemple, de chaque département qui concerne notre action. Pour les autres questions, on aura une rubrique dédiée à la fin. On prendra le temps de répondre à vos questions à la fin de cette présentation. Donc là, je vais vous présenter en fait le calendrier de cette 8e édition de l'appel à projet. Donc, comme vous l'avez vu, le lancement a déjà eu lieu. Les dossiers peuvent être complétés dès à présent sur la plateforme
de dépôt des demandes de subvention, et ce jusqu'au 29 octobre. Ça veut dire qu'au 29 octobre, minuit, à partir de là, les dossiers ne pourront plus être modifiés ni validés. Donc, si vous n'avez pas validé votre dossier avant cette date, il ne sera pas pris en compte et nous ne pourrons vraiment pas revenir dessus. J'attire votre attention là-dessus. Ensuite, on va passer en période d'instruction, c'est-à-dire qu'on va analyser vos dossiers, les caisses instructrices, les services des caisses des retraites et du GIE INPA vont analyser vos dossiers en fonction de nos critères, de notre cahier des charges. Et puis, ils vont être présentés lors d'une première instance d'instruction interrégime en février. Et aura lieu par la suite la commission d'attribution interrégime où seront définis les projets qui seront financés et ceux qui ne répondent pas à nos prérequis qui ne seront pas financés. Et à partir de là, on pourra vous notifier pour que vous ayez l'information concernant les financements attribués ou non au projet que vous avez déposé. On essaye, avec ce changement de calendrier, de se rapprocher d'un calendrier en année civile. C'est l'objectif. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on vous propose cette année un lancement en septembre et non en décembre. Maintenant, on va vous proposer un petit sondage avant de passer à la démonstration. Donc, le sondage, l'onglet sondage est juste en dessous de l'onglet chat. On va vous diffuser une démonstration vidéo du remplissage d'un dossier de demande de subvention sur notre plateforme pour pouvoir vous guider justement sur toutes ces étapes particulières qui est de soumettre une demande de subvention sur notre plateforme. Petit instant technique, hein, on cherche. C'est des outils qui sont un peu nouveaux pour nous aussi. C'est d'ailleurs le premier webinaire qu'on organise. C'est une première pour nous, donc on va essayer de vous diffuser la vidéo. Je ne sais pas si notre modératrice peut reprendre la main éventuellement. Ça arrive, ça y est. On vous laisse en vidéo du coup. En train de mouliner. Ouais. Bon, il semblerait qu'on ait un petit souci technique. Ce qu'on va faire, c'est que la démonstration vidéo, on va vous la mettre sur notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube du GIE INPA, et on la diffusera aussi via un article sur notre site internet pour que vous puissiez y accéder directement, puisqu'effectivement là, ça n'a pas l'air de fonctionner. Mais en tout cas, vous pourrez retrouver la vidéo démonstrative sur YouTube. On va vous mettre le lien aussi dans le chat pour que vous puissiez y accéder directement. Du coup, on va pouvoir répondre à tous vos questionnements. Donc, effectivement, le lien de la démonstration a été mis dans le chat. Donc, vous pouvez retrouver la démonstration sur YouTube juste après le webinaire. Une fois qu'on aura terminé, vous pourrez aller regarder. Et si, malgré cette démonstration, il y a encore des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail pour qu'on puisse voir les choses avec vous et vous débloquer. Alors, est-ce qu'on peut reprendre la liste des questions depuis le début? Dans les favoris, peut-être. Ouais. Alors, pour une entreprise proposant une solution pour rompre l'isolement des personnes âgées, doit-on répondre conjointement avec un ESMS ou une collectivité ou pour une diffusion directement aux particuliers ou bien les deux?
Qu'est-ce qu'un Alors, si Jodian A pouvait préciser un petit peu sa question parce qu'on n'en voudrait pas répondre On à ne va pas côté. répondre à côté, oui. Donc, alors, ce que j'en comprends, mais c'est peut-être pas ça. Si vous êtes en collaboration, il y a quelque chose qui se produit sur l'écran. Peut-être la démo. En attendant, voilà, si vous êtes en partenariat avec une autre structure, est-ce qu'il vaut mieux chacun proposer un financement son projet? Après, ça dépend. Si on est sur un même projet, c'est peut-être mieux que vous organisiez entre vous et que vous proposiez un seul et même projet. Mais voilà, c'est sous réserve qu'on ait bien compris cette question-là. Mais si vous pouviez voilà, la développer un peu plus, histoire afin qu'on puisse vous répondre de façon plus détaillée et plus juste. Sinon, Voilà. n'hésitez pas à nous contacter. En fin de présentation, on va mettre nos numéros de téléphone au besoin. S'il y a des questions vraiment très précises par rapport à certains projets, vous pourrez nous contacter directement. Est-ce que nous pouvons proposer des activités individuelles? Alors, si c'est un projet qui est global, c'est-à-dire que vous proposez à la fois des activités individuelles, par exemple, ça peut être des visites à domicile, des visites de convivialité aux personnes retraitées en situation d'isolement, mais que vous essayez de leur proposer des activités collectives derrière, en tout cas qu'il y a une suite à ces initiatives individuelles, c'est tout à fait possible, oui, c'est éligible. Est-ce qu'on peut proposer des projets qui n'ont pas été retenus par la conférence des financeurs? Alors, si c'est des projets qui ont été déposés auprès de la conférence des financeurs en dehors de notre travail commun justement autour de l'appel à projet, oui, vous pouvez nous proposer vos initiatives, il n'y a pas de souci. Si c'est un projet qui avait déjà été refusé dans le cadre du GIE IMPA par la conférence des financeurs, on vous invite à revoir justement les éléments qui vous ont été donnés dans la notification concernant le refus de votre projet. Pour quelles raisons, pour éventuellement faire des réajustements et reproposer votre dossier cette année. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un rejet une fois que le projet sera forcément rejeté chaque année, du moment que les critères qui vous sont donnés dans la notification, les motifs de rejet sont pris en compte. Comment vous proposez nos projets? Alors, c'est via notre plateforme. Donc, c'est la plateforme isolement.gie-impa.fr que vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet. Les liens sont sur notre site internet. Donc, cette plateforme, vous allez vous créer un identifiant pour pouvoir accéder au formulaire de dépôt de votre demande. Et tout est à compléter en ligne. Donc, vous pouvez compléter le dossier en plusieurs fois, vous pouvez enregistrer après chaque étape. C'est justement ce qu'on vous montre dans la démonstration vidéo qui est sur YouTube. Vous êtes guidé en fait sur le remplissage du dossier, sur toutes les étapes. Et puis, il y a des petites bulles d'aide sur certaines questions pour vous aider à comprendre l'attendu. Alors, préciser la finalité commerciale. La finalité commerciale, c'est-à-dire que c'est un projet à finalité commerciale, c'est un projet où vous allez faire du bénéfice. Où par exemple, vous allez proposer un outil X ou Y aux bénéficiaires, aux personnes âgées, dans l'objectif de leur vendre un service par ailleurs. C'est ça une finalité commerciale. Devons-nous faire partie d'une structure? C'est mieux dans le sens où au niveau du dossier de demande de subvention, on va vous demander pas mal de documents obligatoires, administratifs. Si vous ne faites pas partie d'une structure, vous ne serez pas en mesure de nous les donner. En fait, on finance des projets mis en place par on va dire ça, par des structures, mais on ne financera pas une
un professionnel seul, par exemple. L'objectif, c'est tout de même voilà, que vous soyez en lien. Alors, un professionnel seul, je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de nous proposer un projet dans le cadre d'une association, par exemple, au pire. Puisque dans l'idée, un professionnel seul, il propose un service, mais il propose forcément, on considère qu'il ne peut pas être seul sur le repérage et l'accompagnement des personnes âgées, puisque si ce sont nos deux valeurs phares, dans l'idée, un professionnel de santé qui intervient, je ne sais pas, alors à titre d'exemple, ça pourrait être quelqu'un qui fait des massages ou qui propose des séances d'automassage, par exemple. Dans l'idée, il faut quand même que cette personne elle est tout un volet diagnostic et repérage des personnes qui sont à même d'être le plus isolé et donc pour qui il serait le plus intéressant de proposer ce service. Donc dans l'idée, il faut quand même être pas, on considère qu'une personne seule, même dans un cadre professionnel, ne peut pas répondre à tous les objectifs de l'appel à projet. Cette année, nous bénéficierons d'une action financée par la Convention des financeurs à l'UDCCAS. Ensuite, nous aimerions pérenniser cette action au sein de notre établissement. Est-ce possible de demander un financement pour cette suite de projets? Alors, est-ce que ce que je comprends bien, c'est-à-dire que c'est un projet qui nous a déjà été soumis à nous ou que les financeurs à l'UDCCAS, donc du coup, c'est pas le GIE INPA. Je ne sais pas, Camille, comment toi tu comprends. Moi, je dirais que si c'est pas un projet qui nous a déjà été proposé, c'est envisageable de nous faire une demande de subvention en sachant qu'on ne pénalisera pas par contre ce financement. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on favorise la nouveauté, le renouvellement, enfin l'élaboration de nouvelles initiatives par rapport à ce que font par ailleurs tout type de structure qui pourrait être candidate. Après, la notion de première demande versus renouvellement, c'est aussi par rapport à notre appel à projet. Si on est sur un projet qu'on ne connaissait pas auparavant, même si c'est quelque chose que vous avez déjà tenté sur votre territoire ou parmi vos bénéficiaires, dans l'idée, nous, on va considérer qu'on est sur une première demande malgré tout. Après, si on se rend compte que ça fait 10 ans que l'action est proposée sur le secteur avec tous les mêmes bénéficiaires, là, forcément, en termes de qualité d'action, l'instructeur sera amené à se poser la question, mais en théorie, on est quand même sur une première demande. Oui, il y a quand même la notion d'activité habituelle aussi à retenir. Faut-il des cofinancements? Alors, c'est mieux. C'est à valoriser, d'autant plus que, comme on le disait, on n'est pas sur des attributions de financement pérennes. Donc, rechercher des cofinancements, ça vous permet quand même d'avoir une certaine stabilité pour le futur. Et c'est quelque chose qu'on valorise aussi. On est davantage confiant lorsqu'on voit un projet qui est cofinancé que lorsque c'est un projet où on nous demande une subvention à hauteur de 100% du coût total du projet, ce qui d'ailleurs n'est pas possible. On ne financera jamais un projet à 100%. Il faut le savoir. C'est un de nos prérequis. Et ça peut être cofinancement, mais également autofinancement. Ça peut être de l'autofinancement. Oui, tout à fait. Alors, l'entreprise doit-elle déposer une demande pour un projet pour toucher les usagers en direct pour les particuliers ou doit être en partenariat avec une structure EHPAD, CCAS ou autre? Mais c'est déjà alors c'est peut-être en lien avec parce que je vois que c'est la même personne que la première, enfin, une des premières questions qu'on a abordées. Oui, c'est plutôt conseillé de travailler en partenariat, puisque c'est un petit peu la même réponse que je vais vous faire que par rapport aux professionnels seuls. Dans l'idée, voilà, si vous êtes en mesure de répondre à la problématique de diagnostic, de repérage et d'accompagnement à vous seul et par votre seule structure, et c'est tout à fait possible et c'est pas quelque chose qu'on va pénaliser, bien au contraire. Mais si vous sentez que vous avez besoin, par exemple, alors vous êtes bon en repérage, mais il vous manque des ressources. Par exemple, et vous devez faire appel à une structure de type Mona Lisa avec une équipe de service civique, par exemple, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant pour nous de financer.
Ensuite, le projet 2020-2021 n'ayant pas pu être mis en place en totalité en raison du Covid, peut-il être représenté pour le poursuivre? Alors, s'il est clôturé, c'est-à-dire que si actuellement votre projet le projet 2020-2021 est en mesure d'être terminé ou il est déjà terminé, dans ce cas-là, vous voulez le terminer plus tôt que prévu. Dans ce cas-là, il faut revenir vers nous, nous contacter pour pouvoir solder le projet, nous rendre un bilan final pour qu'on puisse l'étudier et vous verser, en tout cas étudier le bilan pour solder le versement de la subvention. Euh, mais par contre, voilà, il y a cette vigilance par rapport au calendrier du projet. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de chevauchement de calendrier entre le projet 2020-2021 et le projet. Mais de toute façon, vu que c'est un appel à projet 2022-2023, normalement, il n'y aura pas de souci. Le projet sera déjà terminé fin 2021. Donc oui, effectivement, vous pouvez reproposer ce projet, d'autant plus s'il n'a pas pu avoir lieu en totalité. Euh, on l'étudiera au même titre que le premier. Ne pensez-vous pas que de brider les activités physiques adaptées est contre-productif? Les pertes des capacités physiques motrices et donc de mobilité sont les causes principales d'un isolement social. Une personne âgée vieillissante reste chez elle par peur de ne pas pouvoir faire dû à ses limitations, risques de chute, etc. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, Anthony B. Mais dans l'idée, il ne faut pas qu'on soit sur une véritable action prévention santé avec uniquement une action activité physique adaptée. Je m'explique. Euh, Ça nous est déjà arrivé de financer des actions avec potentiellement une partie où il y avait un petit peu, je ne sais pas moi, de réveil du corps, par exemple. Mais il ne faut pas que ce soit estampillé prévention santé. Alors, c'est valable pour les activités physiques adaptées, mais on est aussi sur le même objectif et dans le même esprit pour tout ce qui concerne les messages de prévention santé dans le cadre du sommeil, de la nutrition, etc. Après, alors je vais vous donner à titre d'exemple un atelier qu'on a eu l'occasion de financer. On est sur un atelier cuisine, par exemple. Alors je vais donner un exemple très très précis. Hein. Un atelier cuisine dans une zone urbaine. Avec donc un fort taux un score de fragilité, comme nous on appelle ça, élevé, c'est-à-dire qu'on est sur une zone urbaine, voilà, dans un territoire hyper fragile, considéré hyper fragile par notre observatoire des fragilités. Et on a proposé un atelier cuisine, mais dans l'idée, on n'est pas forcément, mais ça n'interdit pas de proposer des messages de prévention santé, mais dans l'idée, c'est plus, on va dire, l'excuse d'un atelier cuisine, mais c'est également et surtout pour proposer un moment convivial avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de participer à un atelier que la structure propose, par exemple. Si vous arrivez à valoriser le fait que vous touchez des nouvelles personnes et que c'est la seule thématique qui peut les faire venir, donc voilà, nouvelle action, nouveau secteur, zone fragile, bon repérage avec une nouvelle population, ça ne veut pas dire que systématiquement le projet sera exclu. Mais ce sera, enfin, une fois de plus, il ne faut pas oublier que, alors, on est sur un outil, c'est une nouvelle plateforme, mais derrière, il y a des vraies personnes, des vrais instructeurs qui étudient vos dossiers et qui, le cas échéant, et ça, soyez-en convaincus, on revient vers vous pour poser des compléments d'information, des questions complémentaires, puisque dans l'idée, on est tous là en tant qu'instructeurs pour valoriser vos dossiers. Et si on se rend compte qu'il y a un début de quelque chose qui n'a pas été développé, mais qui nous paraît intéressant de développer, puisque dans le cadre de notre appel à projet, ça peut être mis en exergue et justement valorisé pour qu'il y ait un financement derrière, on n'hésitera pas à le faire. Mais c'est aussi à vous, et c'est ça ce vers quoi on voudrait tendre, c'est aussi à vous de vraiment valoriser euh, les points à mettre en avant de votre projet pour que nous soyons en mesure de financer, enfin voilà, d'émettre un avis favorable en tout cas. Alors, autre question. Comme vous l'avez évoqué, le repérage des publics concernés est un véritable enjeu. Que préconisez-vous que préconisez-vous à cet égard? Alors,
là, pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir des acteurs présents sur le territoire qui peuvent vous accompagner justement dans cette démarche de repérage. Il ne faut pas rester seul, c'est-à-dire que si vous allez juste faire du porte-à-porte, ça va être très compliqué pour vous. Rapprochez-vous de structures locales, de centres sociaux, de CCAS, d'associations de terrain qui sont en mesure de se rapprocher justement qui ont des contacts de personnes qui sont dans cette situation d'isolement, qui pourront vous accompagner dans la réalisation de votre projet. Et d'ailleurs, c'est quelque chose à valoriser aussi dans votre dossier de demande de subvention. Nous, c'est un plus au niveau de notre analyse de voir que vous faites cette démarche de vous rapprocher d'autres structures pour arriver à mobiliser le public. Alors, serait-il possible d'obtenir un dossier en version PDF? Donc, on va vous partager mon adresse mail notamment. Vous pourrez me faire un petit mail, je pourrais vous l'envoyer au cas par cas. Bon, après, l'objectif aussi de la plateforme, c'est quand même que vous puissiez revenir plusieurs fois sur le formulaire sans avoir à le valider justement en une fois. Donc, c'est à valoriser tout de même. Ce que disait Camille au début de la présentation, c'est que ce nouvel outil, il est aussi fait pour vous aider. Et donc, du coup, alors ça se fait en plusieurs pages, hein, la présentation de votre projet, et vous pouvez enregistrer vos modifications à chaque fois. Et c'est seulement dans un temps final où vous êtes sûr d'avoir donné toutes vos explications et détailler toutes les actions. Dans l'idée, voilà, vous pouvez revenir et ensuite, dans un dernier temps, valider votre projet. Donc, il n'y aura pas de difficulté. Et si vous avez un problème spécifique, alors là, voilà, sur un projet qui n'aurait pas été validé, pour le coup, n'hésitez pas, c'est pareil. Dans le cadre de voilà, les contacts qui sont mis à l'écran, de solliciter une des 3 personnes qui sont présentes dans le diaporama pour justement les appeler au secours et bien avant le 29 octobre à minuit, puisque dans l'idée, c'est que tout soit bouclé et là, on est sur une plateforme électronique et numérique, donc du coup, on ne pourra plus intervenir à ce niveau-là. Et d'ailleurs, sur ce point-là, c'est vrai que vous êtes souvent très nombreux en fonction du calendrier, hein, vous faites comme vous pouvez, j'imagine, mais vous êtes très nombreux à nous solliciter sur la toute dernière période de dépôt, de la dernière semaine de dépôt. Et si vous avez des problèmes techniques au niveau du formulaire, des problèmes d'affichage, que vous ne parvenez pas à remplir le dossier, n'attendez surtout pas le dernier moment pour qu'on puisse vous aider et vous débloquer. Prévenez-nous bien le plus tôt possible pour qu'on puisse faire le nécessaire pour vous ne soyez pas bloqué et que vous puissiez bien déposer votre dossier comme prévu. Alors, pouvons-nous intervenir dans certains types d'établissements? Si oui, lesquels? Alors, est-ce que une intervention dans un type d'établissement, c'est-à-dire pour procéder aux actions, si telle est la question, vous pouvez effectivement, après en fonction de vos partenaires existants ou à venir, vous pouvez, libre à vous de proposer vos actions dans les lieux qu'il vous est possible de solliciter. Après, je pense que c'est aussi très, très en lien avec le public que vous touchez. Donc, c'est sûr que si vous intervenez en EHPAD, par exemple, voilà, on sera vigilant à ce niveau de détail de l'instruction, de se dire est-ce que vous touchez le public de la structure dans laquelle vous êtes ou pas. Enfin voilà, on sera hyper vigilant de savoir aussi en fonction du lieu, de savoir si en lien avec ce que vous avez noté dans le type de public, si vous êtes sur une majorité GIR 5-6 ou pas. Donc voilà, le lieu en soi n'est pas à exclure en termes de qualité de dossier, mais voilà, ça posera, enfin, voilà, ça alertera peut-être l'instructeur sur le fait de se dire est-ce que le public est en lien avec le lieu.
Existe-t-il un plafond et un pourcentage maximum de financement concernant cet appel à projet? Ce que Camille vous a dit, c'est qu'on serait, de toute façon, on ne plafonne pas à 100%, ça c'est sûr, le financement, puisqu'on valorise les co- et autofinancements. Dans l'idée, alors je ne vais peut-être pas vous donner notre règle interne, puisqu'il ne faudrait pas que ça vous motive à utiliser systématiquement ce plafond, mais dans l'idée, sachez que voilà, on n'est pas sur 100%, on n'est pas sur 50% non plus. On essaye de mettre en valeur aussi, voilà, de vous aider, puisque c'est bien le but de l'appel à projet, hein, de financer des projets et de vous mettre un petit peu le pied à l'étrier pour que derrière, vous puissiez voler de vos propres ailes par rapport à des projets. Et c'est aussi en ça qu'on vous alertait sur les charges de personnel, puisque si on est sur un financement à 100% de notre part, avec 100% ou 95%, comme ça nous est déjà arrivé de voir des projets, 95% sur des frais de charges de personnel. Dans l'idée, c'est de ne pas mettre en péril votre projet. Donc voilà, sachez qu'on sera hyper vigilant là-dessus en tout cas. Notre siège social est dans l'Aube avec des actions, bien sûr, sur la Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a pas de souci. Eh bien non, il n'y a pas du tout de souci. On est vraiment sur une logique de territoire, de lieu d'action et non pas de siège social de l'entreprise, enfin de la structure en tout cas, puisque sachez qu'on a déjà eu l'occasion de financer des projets de structure nationale. Donc, Par contre, c'est important que vous ayez quand même un ancrage local. Que vous soyez en mesure justement, on parlait du repérage des seniors juste avant, que vous soyez en mesure d'aller à la rencontre des seniors du territoire. Donc, il vous faut une connaissance forcément du territoire et du réseau, du maillage territorial qui s'y trouve pour vous aider dans la réalisation de votre projet. et on arrive à la dernière question. Certains acteurs du projet peuvent-ils être étrangers? Alors, Acteur, est-ce que c'est bénéficiaire? oui, Si c'est des bénéficiaires du projet, oui. D'ailleurs, c'est un des axes qu'on valorise. tout à fait. Les projets à destination d'un public migrant vieillissant, par exemple, ou en situation de précarité. Voilà, c'est quelque chose qui est possible, il n'y a pas de problème. Après, acteur du projet, est-ce que ça signifie une autre dimension Est-ce que c'est la personne qui met en place qui le met en place le projet? projet, auquel cas, sur le principe, tant qu'elle arrive à se faire comprendre Oui, il n'y a par pas les de. bénéficiaires, il y a pas d'exclusion, en tout cas, à ce niveau-là. Alors, on arrive au bout des questions, enfin, ce qui n'empêche pas que vous ayez tout de même la possibilité de continuer à poser vos questions. Il y a un nouveau sondage qui vient. Alors, le premier auquel vous avez déjà répondu, avez-vous déjà déposé en ligne un dossier de candidature? Donc, en ligne, ça veut dire l'année dernière, enfin 2021 en tout cas. Oui, à 29%, non, à 71%. Donc, ça veut dire que beaucoup d'entre vous sont des nouveaux porteurs en tout cas. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Et donc, du coup, il y a deux nouveaux sondages qui vous sont mis à disposition. Alors, ce que je vous invite, une fois que vous avez répondu à, à ce sondage, ces deux nouveaux sondages, c'est de vous rendre sur la page YouTube. Par contre, est-ce que je ne proposerai pas un partage d'écran? Peut-être. Hein, on va essayer de faire ça. N'hésitez pas dans le chat à vous indiquer une fenêtre. Et il ne veut pas. Donc, alors, ce que je vous invite, c'est à prendre. Bon, il ne veut pas. Nous avons des sécurités informatiques qui sont un petit peu draconiennes, donc on s'en excuse. Remontez un petit peu le fil du chat. Ouais. Vous avez le lien de la démonstration sur notre plateforme de candidature pour pouvoir la consulter, vous aider justement dans le remplissage du dossier. Si je le répète, hein, mais si malgré tout il y a des difficultés, on est là pour vous accompagner aussi sur toutes les étapes hein, de votre projet, en passant du remplissage du dossier jusqu'à la mise en œuvre, jusqu'au bilan. On est vraiment là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter au besoin. Et puis, voilà, je crois qu'on a terminé. Il n'y a plus Voilà, vous rappelle Anaïs qui vous a remis le lien YouTube. Alors, on va regarder les derniers. Merci à vous. Merci à vous en tout cas d'avoir été présent.
d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous serez nombreux également au webinaire dédié à l'autonomie numérique qui aura lieu le 24 septembre, où là, on va vraiment parler spécifiquement de cet axe sur l'autonomie numérique avec une reprise du référentiel et des prérequis pour vous guider et pour répondre à vos sollicitations. Je serai présente avec une autre de mes collègues, Célia Berthaud, qui se fait référentiel. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. On vous renverra le lien d'inscription. Tout est disponible également sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on reste à votre disposition en cas de besoin. Et on est ravis de voir que 79% d'entre vous pensent répondre à cette nouvelle édition de notre appel à projet et que pour 100% d'entre vous, le webinaire vous a été utile et vous a aidé, en tout cas, vous a permis de répondre à quelques questions. Donc, c'était l'objectif, donc voilà. c'est très bien. Merci à vous. On vous souhaite une bonne journée. On vous invite bien à aller sur la page YouTube du GIE pour aller regarder la démonstration. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.